8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et ses invités. Ce matin, le professeur Michael Edelstein, expert israélien de santé publique, accompagné de Jésus Martin Garcia, directeur général de la biotech franco-suisse Género. Bonjour professeur Michael Edelstein. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, vous êtes une figure reconnue à l'international dans la recherche sur les maladies infectieuses, tandis qu'en France, on prépare une levée progressive des restrictions à la mi-mai. Il est intéressant de retenir les leçons de la situation en Israël, où depuis quelques jours, porter un masque en extérieur n'est plus obligatoire. C'est un pas important et symbolique dans la reprise d'une vie normale ? Je pense que c'est surtout effectivement la valeur symbolique qui montre que, principalement grâce à la vaccination, on arrive graduellement à revenir vers un semblant de vie normale. Et un masque, c'est quand même quelque chose d'extrêmement visible. Donc le fait de voir des gens ne pas porter le masque sans s'exposer au risque d'infection à l'extérieur, c'est vrai que c'est quand même une étape importante. Et les chiffres sont édifiants, 0,3% seulement de tests positifs et quelques 200 malades graves de la Covid dans tout le pays. Des unités spéciales aussi coronavirus qui ferment dans les hôpitaux. Diriez-vous, professeur, que vous êtes proche de l'immunité collective ? Et effectivement, on voit l'impact très rapide, donc je pense que oui, en tout cas, si on n'y est pas encore, on atteint cet objectif. Il y a un pays qui inquiète car il déroute. C'est un bon élève de la vaccination et pourtant, il y a une résurgence du virus avec un nombre important d'infections. C'est le Chili. Comment vous l'expliquez ? En Israël, on a observé le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a en fait une période où la vaccination augmente de manière très rapide, mais elle n'est pas suffisante pour vraiment endiguer la transmission. Donc je crois que le Chili est à peu près autour de 35% de cas vaccinés et effectivement on voit une augmentation. En Israël, quand on était à peu près au même point, on avait encore plusieurs milliers de cas par jour. Pour arriver à endiguer la transmission, il faut arriver à des taux de vaccination qui sont assez élevés, qui sont au-delà de 50%, et c'est à peu près aux alentours de 50-55% qu'en Israël on a commencé à voir vraiment un impact. Donc l'erreur à ne pas commettre, qui est un petit peu commise au Chili en ce moment, c'est de se dire on arrive à 30%, les gens se font vacciner et donc on peut se permettre d'être un peu moins strict avec la distanciation sociale, avec les masques, avec les autres mesures qui permettent de contenir la... Donc c'est un relâchement, professeur Edelstein, qui expliquerait cette résurgence de l'épidémie en partie ? C'est en partie, je pense, un relâchement et en partie le fait qu'ils n'ont pas encore atteint une proportion suffisante. Donc vraiment, le message pour le Chili, c'est de continuer avec la vaccination, de persévérer encore un petit peu avec les autres mesures. Effectivement, quand on regarde Israël, on se rend compte que c'est possible, au final, de commencer à graduellement enlever ces autres mesures. C'est possible avec malgré tout une incertitude liée aux variants. Et il y en a un qui suscite une vraie appréhension. Il s'agit du variant indien qui résulte de plusieurs mutations. Que savez-vous à son sujet ? Et surtout, est-il résistant au vaccin ? On n'a pas encore les réponses. Bon, il y a eu 7 cas, par exemple, de variants indiens en Israël. Il faut bien comprendre que le vaccin, c'est pas une solution magique. Et c'est une solution qui existe dans le contexte d'autres mesures telles que la surveillance continuelle, le testage continuel, etc. Mais en tout cas, pour le moment, on se focalise sur les bonnes nouvelles qui sont que le vaccin marche contre la plupart ou toutes les variantes qui sont les plus courantes, la souche de base, la variante britannique et la variante sud-africaine. C'est très important évidemment, professeur Edelstein, et Israël reste un laboratoire de cette vaccination massive. Mais est-ce qu'il y a malgré tout des malades graves, voire des morts, y compris chez les gens vaccinés ? Il n'y a aucune mesure qui est efficace à 100%, mais on parle d'une efficacité à 97-98% contre la mortalité. Donc c'est possible, mais ça reste extrêmement rare. Vous avez dit tout à l'heure, professeur Edelstein, que la vaccination, évidemment, c'est essentiel, mais ce n'est pas la solution magique. Est-ce qu'elle sera suffisante ? De plus en plus de responsables de santé publique affirment qu'il ne faut pas vivre avec le virus, qu'il faut des stratégies d'éradication du virus, sinon on ira de variant en variant. Comment vous réagissez à cela ? L'objectif d'éradication, effectivement, c'est un objectif idéal. Je ne suis pas persuadé qu'il soit réaliste dans la situation actuelle avec le nombre de cas, etc. Si on arrive à diminuer le nombre de cas grâce à la vaccination et grâce aux autres mesures et à atteindre une incidence relativement basse, alors ça devient possible, effectivement, de contrôler chaque petite épidémie et d'atteindre l'éradication. Mais je pense qu'au niveau du court terme,
Ça sera assez difficile et je pense que la vaccination, c'est ce qui va permettre à court terme au moins de revenir à une situation plus normale et ensuite de pouvoir envisager l'éradication dans un deuxième temps. Et pour l'instant, en tous les cas, Israël envisage et met en place la fin de l'obligation du masque à l'extérieur, l'une des premières mesures d'un retour à la vie normale. Merci à vous, professeur Michael Edelstein. Avec plaisir, merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Alors après Israël et le focus sur la vaccination de masse, je vous propose de partir à présent en Suisse pour évoquer une avancée prometteuse sur les traitements et médicaments anti-Covid. C'est en tous les cas un espoir important. Bonjour à vous, Jésus-Martin Garcia. Bonjour Sonia. Vous êtes le directeur général de Géneuro. C'est une biotech franco-suisse qui tient potentiellement un espoir de traitement contre les formes graves de la Covid. On va rester prudent, mais tout d'abord, pourquoi est-il important, dites-nous, de votre point de vue, de trouver un traitement et de ne pas seulement compter sur les vaccins pour vaincre l'épidémie ? Écoutez, comme vient de le dire le professeur Edelstein, les vaccins, nous espérons tous, vont réduire de manière très importante le nombre de cas. Et le scénario optimiste que nous suivons tous, c'est qu'on passe d'une situation pandémique à une situation endémique, du style de la grippe saisonnière avec beaucoup moins de cas. Mais le problème restera comment traiter les personnes qui sont infectées lorsqu'elles commencent à développer des symptômes pour qu'elles n'évoluent pas vers des formes graves de la maladie qui, elles, ont besoin de moyens très lourds pour la traiter. En plus de ça, aujourd'hui, nous avons un deuxième problème qui sont les syndromes post-Covid, parce qu'après la période d'infection, une fois que les personnes sont négatives, on voit que 10%, certains même parlent de plus, mais de 10% des cas développent des syndromes qui sont très handicapants, de nature généralement neurologique ou neuropsychiatrique. Et Jésus-Martin Garcia, avec votre biotech, vous avez un candidat médicament qui est pensé tout d'abord contre la sclérose en plaques, c'est le Temelimab, cet anticorps monoclonal qui pourrait se révéler efficace contre la Covid. Absolument, nous ne sommes pas une société qui au départ est tournée vers le Covid, nous sommes vraiment déterminés depuis notre départ à neutraliser des protéines qui ont contaminé nos ancêtres et qui sont restées dans notre ADN. Il y en a deux en particulier qui nous intéressent, le WANV et le KANV. Et le WANV est une protéine que l'on trouve principalement dans des maladies neurologiques, neurodégénératives, comme par exemple la sclérose en plaques. Mais c'est des découvertes qui ont été annoncées la semaine passée, faite par l'Université de Rome, Tor Vergata et le Centre international de recherche en infectiologie à Lyon, qui ont en fait découvert cette protéine dans le sang des patients atteints de Covid. Et ça, c'était une grande surprise. Et c'est une protéine qui est très inflammatoire. C'est une surprise de la retrouver en de telles quantités dans le sang. Et il est possible que cette protéine, effectivement, comme c'est supposé par ces publications, joue le rôle d'huile sur le feu dans la partie aiguë de la maladie, mais pourrait aussi expliquer pas mal des syndromes neurologiques et neuropsychiatriques, puisque c'est exactement le type de maladie que nous traitons. Et ça, c'est essentiel, c'est-à-dire qu'elle pourrait lutter contre les formes graves de la maladie, mais aussi les formes longues de Covid avec des symptômes neurologiques persistants. Et on devrait en parler davantage, parce que malheureusement, ce sont des conséquences extrêmement lourdes. Absolument. On parle aujourd'hui 10%, voire certains dans la littérature, on parle de 30% des patients qui développent des syndromes vraiment très handicapants, de style des neuropathies, des pertes cognitives, même des syndromes psychotiques. Et aujourd'hui, on n'avait absolument aucune idée du pourquoi. Et ces découvertes, en fait, amènent une lumière sur le fonctionnement du virus qui pourrait peut-être en tout cas en partie les expliquer. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que nous avons des médicaments contre ces protéines qui ont été utilisés déjà sur des centaines de patients atteints de sclérose en plaques, avec des résultats très prometteurs, mais qui pourraient aussi maintenant être essayés dans le domaine du Covid. Alors justement, j'allais vous en parler. Si toutes les études se révèlent concluantes, quel serait le délai pour que le Temelimab puisse être mis sur le marché ? Est-ce que vous avez un horizon à court ou à moyen terme ? Je pense qu'il faut voir deux types d'essais cliniques. Le premier type d'essai clinique qui est relativement à court terme sur les patients en forme aiguë, donc des patients qui commencent à développer des symptômes et à qui on pourrait administrer du Temelimab pour voir si cela évite l'évolution vers les formes graves. Ça, c'est quelque chose qui commencera cet été. Ensuite, il y a pour les formes longues, je pense que les premières cohortes sont en train d'organiser pour essayer d'avoir des groupes de patients avec des syndromes cohérents, neurodégénératifs.
Et ça, c'est quelque chose qui pourrait aussi débuter cet automne et avec une visibilité, j'espère aussi pour l'année prochaine. Jésus Martin Garcia, on vous écoute et je pense et je l'espère nos auditeurs également ce matin sur Europe 1 avec beaucoup d'attention. Je l'ai rappelé, vous êtes le directeur général de Géneuro, c'est une biotech franco-suisse. Le risque malgré tout, ce sont les espoirs déçus. Il y a eu un engouement autour de quelques traitements malheureusement qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Là, est-ce que vous êtes malgré tout optimiste? Est-ce que les chances d'aboutir vraiment à un médicament contre la Covid et les formes longues peuvent être réelles et tangibles? La découverte de cette protéine dans le sang des patients, effectivement, cela nous donne un angle d'attaque sur ce virus qui n'existait pas auparavant. Et la bonne nouvelle, si vous voulez, c'est que nous avons effectivement un médicament, un candidat médicament qui est prêt à aller en clinique rapidement. Il est sûr que cette protéine contribue au problème. Maintenant, est-ce qu'elle contribue à 10% du problème, à 50% du problème ou à 90% du problème? Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas aujourd'hui, Bien que sûr. personne ne peut On savoir entend votre aujourd'hui. prudence, mais ce qui est important, c'est ce que vous nous avez dit au début, c'est aussi de stopper les premiers symptômes. Ça, c'est essentiel et ce sera grâce au traitement. C'est d'arrêter la maladie effectivement aux premiers symptômes. Et là, il faut véritablement le développement de traitement. Et c'est pour ça que il est tellement important que les chercheurs à travers le monde et particulièrement en Europe, on a une très très grande excellence de la recherche, continuent à regarder le problème et trouver des angles, si vous voulez, avec lesquels on peut enrayer la progression de ce virus. Mais moi, je suis très très préoccupé. Je pense que nous sommes aujourd'hui tous de plus en plus préoccupés par ces formes graves, des gens qui ne sont plus positifs, mais effectivement, il y a chez eux le développement de syndromes très handicapants. Et la question, c'est comment les enrayer. Et là, effectivement, la maladie ressemble pas mal à certaines des maladies neurodégénératives sur lesquelles nous étions déjà bien avancés. Et si nous pouvons contribuer, nous serons absolument ravis de le faire. Évidemment, c'est essentiel de rappeler que dans la lutte contre cette maladie, il y a la vaccination et il y a aussi l'espoir et la recherche que vous incarnez notamment pour trouver des traitements. Merci beaucoup, Jésus Martin Garcia. Avec plaisir. Et à bientôt, on l'espère, avec un médicament contre les formes graves. Ce serait une formidable avancée. Bonne journée à vous. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28 sur Europe 1. Europe 1, Mathieu Béliard.